Mise à sac, vol et cambriolage des sièges du Conseil national de l'ordre de médecins et du SINAMED dans la nuit du 1er septembre 2013. Également dans ce journal, vous suivrez environ 10 000 Congolais ont pris part ce dimanche au marathon du cœur de Vodacom Congo au stade de Martyr. Le go a été donné par le ministre de Sport. Antena, le journal Alain Kukambambi. Et puis un invité dans ce journal, il s'agit de Joseph Godé-Kayembe, président de la LISADEL, Ligue de la zone Afrique pour la défense des droits des enfants et des élèves. Avec lui, nous parlerons de la rentrée scolaire. Bonsoir, monsieur Joseph Kayembe. Bonsoir. Madame, monsieur, encore une fois, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir et bienvenue à cette grande édition dominicale du journal télévisé sur Antena. Nous débutons ce journal avec cette nouvelle en bref. Eh bien, le meeting populaire que devait tenir le président de l'ICD, Martin Fayoulou, ce dimanche 1er septembre au stade Vélodrome de Kintambo n'a pas eu lieu et pour cause, les militants et sympathisants de ce parti ont été simplement dispersés par quelques agents de l'ordre. Il était prévu lors de ce meeting d'aborder des sujets d'actualité, notamment les concertations nationales. Nous avons tenté de joindre tout à l'heure Martin Fayoulou au téléphone pour savoir s'il avait reçu l'autorisation de l'hôtel de ville. Vaine a été la conjugaison de nos efforts parce qu'il n'a pas été joignable. Justement, les concertations nationales, vous le savez, vont débuter le 4 septembre prochain, alors que pour les uns, ces assises ne vont aboutir à aucun résultat positif. D'autres, par contre, estiment qu'il faudrait garder espoir. C'est le cas du président général de l'ASOD, entendez l'Alliance africaine de sociodémocrates. Jean-Félix Tchobo a aussi donné un éclairage sur un probable gouvernement d'union nationale qui sera issu de ce forum et sur les émoluments de participants. Ces propos ont été recueillis par José Moussangana et Blaise Lunga. Au-delà du scepticisme de certains politiciens sur la réussite des concertations nationales, le président général de l'Alliance africaine des sociodémocrates estime qu'il faudrait toujours garder l'espoir. En tant qu'EFAC, nous avons réclamé à travers nos points de presse hebdomadaires ce dialogue national que les autres appellent concertation. Et donc, lorsque le chef de l'État a signé l'ordonnance, c'était une grande satisfaction parce qu'enfin, les FAC avaient été entendus. Mais lorsque nous avons organisé le conclave de l'opposition à l'IMET, nous avons critiqué cette ordonnance. Mais fort heureusement, le chef de l'État et sa famille ont fait quelques avancées, et notamment en acceptant le comité préparatoire que eux appellent le groupe de contact, en acceptant la facilitation que eux appellent l'accompagnement, mais aussi en acceptant le mode de décision consensuel. Voilà pourquoi nous avons délégué 3 représentants dans ce groupe de contact pour nous représenter, nous, les FAC, notamment Lisanga Bonganga, Ingele, Ifoto et Arthur Zaïd Ngoma. Ça veut dire que nous avons beaucoup d'espoir. Nous attendons beaucoup de ces assises. Qu'en est-il alors du gouvernement d'union nationale qui pourrait être issu de ces forums? Oui, je crois que le sage de l'opposition, le patriarche Kengwa Dondo, qui est le président du Sénat et qui est aussi l'un de membres du présidium, co-président au niveau du présidium, je pense qu'il a été mal compris. Il n'a jamais dit qu'il fallait nécessairement qu'à travers lui un gouvernement soit formé. Mais fort de son expérience, je crois qu'il a plutôt voulu dire qu'à l'issue de grandes rencontres, il y a toujours ce qu'on appelle la formation d'un gouvernement in fine. Et ça, c'est depuis la table ronde de Bruxelles, organisée de janvier 60 à février 60. Donc, toutes les grandes rencontres, en passant par la conférence nationale, Sun City et autres. Que dire alors des émoluments de participants dont la somme évaluée à plus ou moins $500 par jour est jugée faramineuse au regard de la misère du peuple? Officiellement, moi je n'ai vraiment pas entendu parler de ces chiffres.
Je sais qu'il y a tout naturellement un budget à allouer à l'organisation de ce forum. C'est tout à fait normal, surtout que je crois qu'il y a en dehors de Kinshasa d'autres sites qui ont été choisis pour abriter ces travaux qui seront, je crois, dispatchés en thématique. Il y a Kisangani et Lubumbashi. Je suppose qu'il y aura un budget alloué à la restauration, au logement, au transport et autres. En quoi Jean-Félix Tchobo, les Congolais devront saisir cette occasion pour ne privilégier que l'intérêt national, car avec la situation qui prévaut dans la partie est du pays, l'on ne peut que constater qu'il y a péril en la demeure. Nous le disions hier, les médecins congolais affiliés au SINAMED devaient débuter dès demain lundi une grève. Curieusement, le siège du Conseil national de l'ordre de médecins et du syndicat national de médecins a été mis à sac dans la nuit du 1er septembre avec vol des documents importants. Ces deux instances de la corporation médicale ont demandé aux autorités du pays de procéder à l'ouverture urgente d'une enquête. Suivez cette déclaration avec ce propos recueillis par Jean-Louis Miaswekama et Mathieu Ngalipovi. Le Conseil national de l'ordre de médecins et le bureau exécutif national du syndicat national de médecins portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale, ainsi qu'à toute la communauté médicale, que cette nuit du 1er septembre 2013, le siège de ces deux institutions a été l'objet d'un saccage systématique avec effraction et vol de documents importants. L'agent commis à la garde du siège a été tabassé et ligoté par une dizaine de personnes cagoulées, à main armée et en tenue de policier. Le bilan provisoire et partiel relève un coffre-fort du SINAMED provincial emporté, un coffre-fort du Conseil national de l'ordre de médecins dépouillé, deux archives du Conseil national de l'ordre de médecins saccagées, le serveur du Conseil national de l'ordre de médecins emporté et une arme de policier de garde emportée. Le Conseil national de l'ordre de médecins et le bureau exécutif national du syndicat national de médecins demandent instamment aux autorités de notre pays de mettre tout en œuvre pour, premièrement, procéder à l'ouverture urgente d'une enquête judiciaire et traduire les auteurs de ces forfaits devant les instances judiciaires. Deuxièmement, prendre des mesures afin de sécuriser tous les médecins ainsi que le siège de leur corporation. Troisièmement, retrouver les documents emportés ainsi que les sommes d'argent volées. Le Conseil national de l'ordre de médecins et le bureau exécutif national du syndicat national de médecins SINAMED convient tous les médecins à garder leur calme et à poursuivre les actions déjà programmées. Les autorités compétentes ont fermé depuis belle lurette le cimetière de Kintambo, mais malgré l'interdiction des enterrements sur ce site, bon nombre de personnes continuent à passer outre cette mesure. C'est le constat malheureux fait par notre équipe de reportage. Dieu merci, Nzomabi, Alanda Ilamboueti et Jean-Marie Luzingu nous en parlent. Ce cimetière de Kintambo a été déclaré fermé par le gouvernement congolais. Mais chaque jour qui passe, des corps sans vie y sont enterrés, au vu et au su de tout le monde. Et voilà un exemple typique. Du fait que certaines tombes ne sont pas construites et des pierres tombales ne sont pas posées, on enlève juste la croix, on déterre légèrement et on terre un autre mort. Et généralement après la mise en terre, l'ambiance est au rendez-vous. Toutes les demandes d'enterrement se font dans ce bureau, une extension de l'hôtel de ville qui se trouve dans un état qui ne dit pas son nom.
Et puis sachétisation dans la ville de Kinshasa, ce phénomène d'insalubrité a pris de l'ampleur. Il est vrai que les efforts sont présentement entrepris par l'autorité urbaine pour garder la ville propre, mais on est encore loin de retrouver Kinshasa jadis la belle. Reportage Paula Mukendi, Borel Mukendi et Eric Izami et Ndaï Lambouchi. Il nous sert beaucoup. Il s'est révélé comme étant une matière première qui a investi le plus de domaines possibles dans la vie des humains, et cela à travers toute la planète Terre. Hélas, les plastiques s'illustrent aussi en un poison silencieux qui peut autant déranger et plus encore détruire l'environnement. Le plastique nous colle à la peau dès les réveils du matin. Nous mettons des babouches qui contiennent du plastique. Quand nous voulons nous brosser les dents, la brosse est faite à base de plastique. La pâte à dentifrice que nous utilisons est couverte par un emballage plastique. En RDC, plusieurs fois, les autorités ont décrié la sachétisation de ville. Le ministre de l'Industrie, Rémi Moussoungaï, a pris une batterie de mesures, mais sans résultat probant sur le terrain. De partout à Kinshasa, notamment, les sachets règnent en maître et en Lédis, la capitale. Les sachets détruisent les sols et même le bouteille d'eau autorisée par l'autorité urbaine contribue aujourd'hui à boucher les caniveaux et traîner au sol. Nombreux parmi les avertis ont déclaré qu'il vaut mieux commencer en amont, c'est-à-dire fermer les entreprises productrices des sachets ou les contraindre à produire désormais les emballages biodégradables, ce qui n'est pas encore fait. Le panier de la ménagère s'est transformé en sachet de la ménagère et contribue donc à durcir la montagne de sachets. La saison sèche tire à sa fin et bientôt la pluie va reprendre sa place. La crainte présentement, c'est la conséquence de ces immondices des sachets et bouteilles en plastique qui bouchent les caniveaux et qui vont à la saison pluvieuse venue occasionner des débordements, inondations avec des dégâts incalculables. Si ailleurs, comme à Brazzaville, les décideurs ont réussi à désachétiser la ville verte, l'on peut aussi arriver à faire autant à Kinshasa. Il nous faut juste une volonté manifeste pour améliorer notre cadre de vie. Voilà, c'était un reportage de Patrick Borel Mukendi et non Paula Mukendi, comme je l'ai dit tantôt. Voilà, nous allons maintenant prendre la direction de la province de l'Équateur à 390 km de Mbandaka. En effet, à Djombo, le pain est autant prisé qu'à Kinshasa. Pour s'en procurer, la population recourt notamment à une boulangerie artisanale qui fonctionne tant bien que mal, comme nous l'a confirmé Ndaï Lambouchi. À l'absence d'une boulangerie moderne à l'image de celle de ville, la population de Djombo bénéficie des services d'une boulangerie artisanale montée pour approvisionner une population estimée à plus de 35 000 habitants. La population de Djombo, agglomération située à 300 km de Mbandaka dans la province de l'Équateur, modèle à suivre par les populations des autres coins de la province de l'Équateur. De telles initiatives devaient être encouragées par l'autorité publique. La ménopause est la fin de la fonction ovarienne chez la femme, caractérisée par l'arrêt définitif de la menstruation. Il s'agit là d'un phénomène tout à fait naturel, souvent redouté par beaucoup de femmes. Explication avec Ndaï Lambouchi et Patrick Borel Mukendi. Ballonnements abdominaux, troubles du cycle menstruel, bouffées de chaleur, instabilité d'humeur, ce sont là quelques signes que toute femme normalement constituée est appelée à vivre dans sa vie. On parle alors des ménopauses, phénomène naturel tant redouté de la plupart de femmes, surtout celles qui n'ont pas encore enfanté. À tort, on a tendance à l'assimiler à une pathologie fatale. Et pourtant, ces termes signifient simplement arrêt de règles et désignent ainsi cette période de la vie d'une femme où les ovaires arrêtent de produire l'estrogène et la progestérone. La ménopause commence le plus souvent aux alentours de 50 ans. Elle n'arrive pas brutalement et l'aboutissement d'un processus est précédé d'une période appelée périménopause. Celle-ci dure en moyenne de 4 ans. La ménopause peut s'accompagner de troubles difficiles à supporter et favorise le développement de l'ostéoporose ou maladies cardiovasculaires. Les symptômes de la ménopause varient d'une femme à une autre et dans le temps. Les femmes connaissent alors de troubles de cycle et d'autres manifestations comme le syndrome congénital prémenstruel, c'est-à-dire sein gonflé et douloureux, instabilité de l'humeur, insomnie. Ces dispositions ne nécessitent la visite du médecin qu'en cas de complications. Les médecins demandent aux femmes qui traversent cette période de flottement de prendre leur mal avec philosophie.
En vue de permettre à la population d'accéder à moindre frais à l'imagerie médicale, notamment à l'échographie, l'imagerie médicale pour tous, IMT, a ouvert ses portes au quartier Cité Verte, dont la commune de Selembaou, Popol Ziakwaou, s'y est rendue. Domaine relativement nouveau sous les tropiques, l'imagerie médicale est généralement hors de portée de la bourse du commun des mortels. Voilà ce qui a poussé le docteur Antoine Molois à promouvoir un centre performant en imagerie médicale et en même temps d'accès aisé. Aller de l'avant, donner une bonne imagerie médicale à la population, respectant les normes, grandir surtout, donc c'est majeur. Donc si je parviens d'ici 10 ans à donner à ma communauté, à renforcer les capacités humaines et matérielles de ma communauté, de mon pays en imagerie médicale, c'est une joie pour moi. Je fais œuvre utile. Spécialisé en échographie de base, le centre imagerie médicale pour tous est ouvert à tout le monde. Pour la population, s'ils ont des difficultés, des problèmes de santé qui intéressent dans les domiciles, doivent passer par l'imagerie médicale, donc par l'échographie et la radiologie, que la population vienne, le centre exposé à leur rendre service. La population va trouver des prix abordables qu'elle paye pour permettre au centre d'aller de l'avant. Créé en 2005 avant de prendre son envol en 2010, ce centre veut lutter contre l'inaccessibilité des soins de santé primaire. Il reste que cette initiative qui intervient dans le domaine de la santé publique ne reçoit aucun support de l'État. Voilà, comme annoncé en début du journal, avec moi sur ce plateau, Joseph Godé-Kayembe. Encore une fois, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc président de la LISADEL, la Ligue de la zone Afrique pour la défense des droits des enfants et des élèves. Demain, c'est déjà la rentrée des classes. Vous, en tant que parent, vous êtes préparé à cette rentrée? Oui, en tant que parent, en même temps président de la LISADEL, une organisation qui se préoccupe de l'éducation des enfants. Et depuis 1994, nous avons fait le plaidoyer pour que l'enseignement primaire soit gratuit obligatoire, selon les termes de la loi. Parce que la loi dit que tout enfant a le droit à l'éducation. Oui, on va en venir tout à l'heure sur la gratuité de l'enseignement. Mais vous, en tant que parent, vous êtes préparé à cette rentrée? Vous pensez que demain, vous allez envoyer vos enfants à l'école? Bon, ça dépend des moyens disponibles. Je sais que les enfants, j'ai préparé ça depuis le début. Quand ils sont allés en congé, j'ai commencé à préparer. Je crois qu'ils vont rentrer dans les conditions normales, en tant que parent. Alors, venons-en à la gratuité de l'enseignement. C'est vrai que dans la Constitution, tout comme dans la loi portant protection de l'enfant, il est clairement stipulé que normalement, en RDC, l'enseignement primaire doit être gratuit. Aujourd'hui, qu'en est-il? En termes clairs, la loi dit ceci. À l'article 38 de la Convention relative des droits de l'enfant, il est dit ceci. Tout enfant a droit à l'éducation. Les parents ont l'obligation d'envoyer leurs enfants à l'école sans aucune discrimination. L'État garantit le droit de l'enfant à l'éducation en rendant obligatoire et gratuit l'enseignement primaire public. Oui, c'est cela. Ce que nous déplorons aujourd'hui, c'est qu'il y a d'une part l'accès, d'autre part le maintien. Pour ce qui est de l'accès, il y a plus de 7 millions d'enfants qui sont hors système éducatif. Vous avez fait, vous donnez des chiffres avec de précision. Vous avez fait, avec de précision, oui. Vous avez fait une étude, une enquête. Il y a une étude qui a été diligentée par le gouvernement, menée par l'UNICEF. 7 millions d'enfants qui ne vont pas à l'école. Il y a plusieurs enfants qui sont en instance de quitter l'école. Parce que d'abord, il y a un problème d'accès, il y a un problème de maintien. L'accès, il est difficile pour les enfants d'accéder à l'école, pour la plupart, parce qu'il y a moins d'écoles. C'est ce que l'État a prévu cette fois-ci, et je le félicite, d'avoir préparé un programme qu'on appelle le programme intérimaire de l'éducation. Ce programme va régler le problème d'accès. Ils vont construire plus de 18 000 écoles pour permettre aux enfants d'accéder. Mais les grands problèmes qui se posent au niveau du système, c'est le maintien. Ils vont aller à l'école, mais on va les chasser. Dans la prévision de programme intérimaire, il est prévu que pour 2014, ils ont prévu qu'ils vont partir de 62
Quand vous dites on va les chasser, qui va chasser? Mais les enfants, quand ils ne vont pas payer le minerval, quand ils ne vont pas payer ce qu'on appelle le frais mais cette gratuité, c'est à quel niveau? C'est au niveau des frais de participation. Le problème se pose en termes de frais de participation. Okay, les parents ne peuvent pas continuer. Donc il y a une nette différence entre le minerval et les frais de participation qu'on appelle aussi contribution des parents. C'est cela? C'est ce qu'on appelle le frais direct. Le frais direct et le frais indirect. Le frais indirect sont des uniformes. Le frais direct doit être pris en charge par l'État. Donc l'État a l'obligation de pouvoir prendre en charge les frais directs, c'est que paye le parent, pour permettre à tous les enfants d'accéder à l'éducation. J'insiste là-dessus parce qu'en fait, les enseignants ont déjà ce qu'ils ont appelé les avantages acquis. Lorsque les parents participent, il y a des enseignants qui ont 300, 400 $ à la fin du mois. Ça leur permet de pouvoir payer la maison et aussi leur permettre de scolariser leurs enfants. Mais le problème se pose en termes de paiement. L'État dit qu'on doit rendre l'enseignement primaire gratuit. Mais il ne prévoit pas le salaire des enseignants. Il ne prévoit pas augmenter le budget de l'éducation pour permettre à tous les enfants d'accéder. Le problème se posera. D'ailleurs, vous allez constater que dans toutes les provinces où on a parlé de la gratuité, il y a une promesse réelle. Beaucoup d'enfants ne vont pas à l'école. Même la qualité de l'enseignement a baissé. Raison pour laquelle il y a eu beaucoup d'échecs à l'intérieur. Donc, parce que l'État, au lieu de payer les parents, les enseignants, en tenant compte des avantages acquis, l'État leur donne 70 000. Cette fois-ci, il parle qu'il va leur donner 100 000 francs congolais aux enseignants qui touchaient déjà, avec la participation des parents, qui touchaient 300 000. Ça va poser un grand problème. Et dans le programme intérimaire, ils ont prévu qu'on partira de 62% la rétention, c'est-à-dire que les enfants, quand ils sont inscrits à l'école primaire, en première, à la fin de l'année, ils terminent à 62. Mais l'État prévoit augmenter le nombre d'enfants qui doivent terminer à 75. Mais pour augmenter ce nombre, il faut premièrement rendre l'enseignement accessible à tous les enfants. Il faut lutter pour payer aux enseignants ce qu'ils méritent, augmenter leur salaire à la concurrence de ce que le parent paye, et ensuite améliorer la qualité de l'enseignement. Parce que si toutes ces choses ne se réunissent pas, la rentrée sera difficile et la rétention sera difficile. Bien, je reviens à vous tout à l'heure. Voilà. Justement, puisqu'on parle de l'éducation, de l'enseignement, l'Institut supérieur des techniques médicales a organisé samedi 31 août la cérémonie de collation de grades académiques, édition 2012-2013, et Popol Ziakwaou était présent pour le compte d'Antena. Samedi 31 août était un jour de fête à l'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa. L'ISTM KIN a procédé à la collation de grades académiques de ses étudiants gradués et licenciés dans les différentes options que compte cet établissement public. Naturellement, l'émotion et la joie ont été au rendez-vous dans le chef des récipiendaires. C'est pour moi une journée de joie, mais aussi de sentiment d'avoir obtenu ceci, parce que c'est une occasion par laquelle nous avons attendu depuis longtemps. Et aujourd'hui, ça a été concrétisé, donc pour moi, c'est un sentiment de joie. En tout cas, c'est très content. Je viens de finir aujourd'hui mon premier cycle de gradia. Dieu m'a fait grâce, en tout cas, je suis très content. Dieu merci. Nous avons terminé le cycle de gradia. Et pour cela, je suis content. Cette cérémonie se trouve aussi être le couronnement d'un management avisé au sein de l'équipe dirigeante de l'ISTM qui, malgré plusieurs écueils, est parvenu à boucler dans le temps l'année académique 2012-2013. Parmi les difficultés rencontrées, il faudra compter l'occupation du CNPP par les malades mentaux envoyés par l'hôtel de ville lors du sommet de la francophonie. Quelques nouvelles sportives. Après sa défaite d'1-0 à Tunis il y a une semaine, le tout-puissant Mazembe a rendu la monnaie de la pièce à la formation de Bizertine au stade Mazembe de Kamalondo en match retour comptant pour la Coupe de la CAF. À Baroumou, le groupe de soutien au tout-puissant Mazembe a suivi avec attention cette rencontre hyper importante. Patrick Borel Mukendi et Ndaï Lambouechi nous proposent l'ambiance qui a régné ce dimanche chez les fans de Mazembe à Kinshasa.
Répond du berger à la bergère pour le tout-puissant Mazembe Anglebert du Congo qui ont réussi à battre la formation tunisienne des Bizertins au stade TP Mazembe de Kamalondo, acquis forcément à leur cause. À Kinshasa, précisément à Bon Marché, au restaurant Pizzeria, où les groupes de soutien TP Mazembe suivaient les matchs, l'incertitude et les doutes se faisaient voir dans le visage des supporters des Badiangwena après la première période. Au retour des citrons, malgré plusieurs tentatives, les hommes de Patrice Carteron ont trouvé un gardien Bizertin en bonne position. L'entrée des Gladson Awako et de Thomas Ulimwengu a fait basculer la rencontre. Au moment où les espoirs sont volés, en véritable meneur de jeu, les Zambiens Glenford Kalaba, héritant d'une passe du capitaine Trésor Poutou, a balayé toute la défense tunisienne pour sauver les Congolais. Une joie immense pour les membres du groupe de soutien TP Mazembe. Moi je pense que Mazembe ne vient pas de gagner difficilement comme vous venez de le dire. Plutôt Mazembe vient de gagner le match parce qu'à ce stade de compétition, il n'y a pas de moindres équipes. Toutes les équipes sont très fortes. Mazembe vient de marquer sa supériorité. Ça ne veut pas dire Mazembe vient de gagner parce qu'il était malmené ou bien il vient de gagner difficilement non plus. Mazembe l'a bel et bien mérité. À l'issue de la 4e journée, les Congolais des Mazembe caracolent en tête du classement avec 7 points, suivis par les Tunisiens de Bizerte et les Marocains de Fus qui sont mano à mano avec 5 points. Et les Algériens de Sétif sont ventre mou avec 3 points. Pour la 5e journée, Mazembe recevra Sétif et Fus s'y rendra à Bizerte. Il s'appelle Rudy Mavinga, il est tennisman congolais vivant avec handicap. Récemment, il a été le chouchou du public lors du championnat national qui s'est tenu à Mwanda, dans la province du Bas-Congo. Découvrez-le à travers ce portrait signé par Papi Katassi et Rigo Moulopo. Malgré son handicap de la jambe gauche, Rudy Mavinga excelle dans son métier qu'il chérit tant. Dans sa province aimée du Bas-Congo, Mavinga Rudy fait partie du Gotha des meilleures raquettes. Mais bien avant d'atteindre les sommets, Rudy Mavinga fut enfant de la rue et ensuite cueilli à foi au sein de la grande école de tennis de François Ilémon, dans la ville de Matadi. Je fus un enfant de la rue à Matadi. C'est ensemble avec les amis que j'ai eu cette envie de jouer au tennis. Et surtout grâce au coach Ilémon qui m'a encadré et à connaître et à maîtriser ces techniques de la petite balle jaune. Fils unique de l'union de Mathieu Mavinga et de Landou, Mavinga vu le jour le 2 juillet 1999. De son enfance, Mavinga connaîtra un moment très douloureux dans sa vie. L'horreur monumentale d'un médecin fera qu'il ne soit plus un garçon ordinaire. C'est sans pince à rire qu'il relate ces moments épouvantables. Lorsque ma mère est allée consulter un médecin, j'ai fait un faux mouvement quand on m'avait piqué. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à boitiller et enfin voir ma jambe se rétrécir. Dans le cadre de la campagne Alerte Rouge initiée par la société de télécommunications Vodacom Congo, un marathon du cœur a été organisé ce dimanche 1er septembre au stade de Martyr en signe de soutien aux déplacés de guerre de l'Est du pays. Environ 10 000 personnes y ont participé et les 20 premiers gagnants ont été récompensés avec divers prix. Mamitamou, Blaise Londa, reportage. Stade de Martyr, dimanche 1er septembre, il est 6 heures. Les enregistrements se poursuivaient, les entraînements personnels aussi. Estimés à environ 10 000 personnes, coureurs et marcheurs sont en alerte pour répondre à la campagne Alerte Rouge initiée par Vodacom Congo. Le marathon du cœur pour le soutien de victimes des atrocités de l'Est de la République démocratique du Congo démarre dans quelques instants. 8 heures, c'est le premier coup d'envoi donné par le ministre de Sport Banza Moukalai pour les athlètes de 21 km. 20 minutes après, le go est donné pour les marcheurs de 5 km. La sécurité est assurée pour éviter le débordement. Après plus d'une heure, les compétiteurs revenaient cette fois sur la ligne d'arrivée toujours au stade de Martyr. Pour donner un sens à ces gestes de compassion, le personnel de Vodacom, accompagné de leur DG et de l'administrateur de la fondation du groupe Vodafone, Lord Michael Hastings, se sont jetés dans la danse, plutôt dans la course. Tous les 20 premiers gagnants ont été récompensés par la somme de 20 000 $ américains au total comme promis. Bon, premièrement, nous tous nous sommes derrière la population de Goma avec tout ce qui se passe à Goma. C'est pour cela que je me suis donné pour courir ce marathon. Au-delà de cette épreuve de course à pied sur route, la société Vodacom tient à changer l'histoire de déplacés de l'Est.
Vraiment, ça, c'est le message d'espoir. Mais au-delà de l'argent, nous voulons que le peuple congolais prenne conscience qu'il y a quelque chose de malhonnête, il y a quelque chose d'injuste qui est en train de se passer dans notre pays. Le marathon du cœur s'effera aussi dans d'autres villes du pays. Voilà, nous allons devoir boucler ce journal avec vous, José Kayembe. Demain, c'est la rentrée. Vous plaidez pour que le gouvernement rende effective cette gratuité de l'enseignement, mais concrètement, comment cela va se faire, parce que la rentrée, c'est déjà demain. D'abord, au niveau de la LISADEL, nous soutenons le gouvernement en rapport avec sa politique de construire les écoles dans le cadre de sa politique, dans son cadre de programme intérimaire de l'éducation. Et ensuite, nous demandons au gouvernement d'augmenter le budget alloué à l'éducation afin de permettre à tous les enfants congolais d'accéder à l'éducation et aussi permettre à ce que les enseignants de l'école primaire soient payés en tenant compte des avantages acquis. Merci beaucoup. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous avec les informations demain lundi. Portez-vous bien. Excellent sur le programme sur Antenne. Bonsoir.